un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Schleck là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement lâché, comme on dit, dans les milieux. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Un petit quart d'heure vélo taf, ça faisait longtemps, je me suis dit que ça pouvait être sympa de se faire ça tranquillement ce soir à 3 jours de Paris-Roubaix, parce que l'actu a été assez dense aujourd'hui, à vrai dire, donc il y a pas mal d'infos à traiter, même si on va pas prendre plus d'un quart d'heure, 20 minutes, hein. Le but c'est pas de traîner, c'est juste de faire un petit point, parce que je me suis dit que c'est toujours sympa de traiter l'actu du jour, et on va commencer par le Tour de Sicile, puisque la course se déroule depuis 3 jours, et aujourd'hui, il y a une belle surprise qui a été créée par le Croate Fran Mijolević. Alors Fran Mijolević, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils de Vladimir, un coureur croate qui a couru dans les années 2000, je crois qu'il a notamment fait la Vuelta et le Giro, et il s'est imposé en solitaire aujourd'hui lors de la 3e étape. Il a devancé d'une quarantaine de secondes à peu près, un groupe de quoi 35 coureurs à peu près, et maintenant la question qui va se poser, c'est de savoir s'il va tenir demain, parce que demain c'est l'ascension de l'Etna, et au classement général je crois qu'il n'a que 18 secondes d'avance sur Damiano Caruso. Je vous fais défiler le classement général pour que vous en rendiez un petit peu plus compte. Vous voyez, environ 18 secondes d'avance, enfin exactement plutôt 18 secondes d'avance sur Caruso, donc à voir s'il va tenir demain. Fran Mijolević, à la base, c'est un rouleur, enfin en tout cas c'est ce que montrent ses résultats chez les juniors, comme on peut le voir sur sa fiche de First Cycling. Je vais revenir un petit peu en arrière. Chez les juniors, il avait été titré sur le championnat de Croatie, mais bon, vu la concurrence, c'est pas forcément significatif, mais il avait été 4e des championnats d'Europe, ce qui est pas mal. Et puis lors du Belgrade Trophy l'année précédente, il avait construit son succès tout simplement lors du chrono inaugural. Donc on voit que c'est un rouleur à la base. À voir s'il tiendra demain sur les pentes de l'Etna. Le point positif, même si ça paraît compliqué, c'est qu'hier il était présent dans le groupe à la bagarre avec les meilleurs, donc il n'a pas perdu trop de temps. Alors peut-être qu'il va pouvoir conserver un top 10, je ne sais pas, on verra. En tout cas, ça sera encore une fois une belle étape à suivre. J'en profite pour saluer même qui vient de nous rejoindre sur le chat, première fois sur le chat. Bienvenue à toi et merci de nous suivre. On va passer à la deuxième course du jour. Malheureusement, actu un peu moins réjouissante, et on n'a toujours pas de classement final parce qu'il y a eu un gros carton encore une fois dans le dernier kilomètre, avec un coureur d'Alpecin notamment qui a volé de manière assez impressionnante. J'espère que les nouvelles sont rassurantes pour lui. Ça fait beaucoup d'incidents, je trouve, pour le Tour de Turquie. Il y a des arrivées qui sont assez dangereuses. Et sincèrement, je ne comprends pas. Je lisais un peu les commentaires sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de dangerosité, notamment Théo, qui ne comprenait pas non plus comment on pouvait faire des arrivées comme ça. Je vous rappelle qu'il y a eu une arrivée en descente, je crois que c'était lors de la première ou de la deuxième étape, avec un espèce de goulot d'étranglement à 400 mètres de la ligne. Ça paraît quand même assez inconcevable sur une épreuve normale. Lucie met beaucoup en avant la sécurité. Moi, je suis assez surpris qu'on laisse des courses se dérouler comme ça. Apparemment, ça n'a pas l'air de les gêner. Peut-être qu'on attend encore une fois un accident grave pour prendre des mesures. C'est un petit peu dommage. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais grosse chute et victoire de Sam Welsford. Sam Welsford, c'est un pistard à la base. Je ne sais pas si vous avez vu ses cuisses. N'hésitez pas à aller voir les photos sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'équipe DSM. Il a des cuisses assez impressionnantes. Il fait penser un peu à Theo Boss ou à d'autres pistards dans ce même genre. Et en levant les bras, il a remporté tout simplement le premier succès de DSM depuis le début de l'année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la formation allemande. Je crois que sa licence est allemande, qui va pouvoir se débarrasser un peu de ce poids sur les épaules. On sait que c'est toujours compliqué plus on avance dans les semaines pour les équipes de ne pas avoir levé les bras une seule fois, et c'est désormais chose faite. Et d'ailleurs, petite stat, on rappelle que maintenant, toutes les formations du World Tour ont gagné au moins une course cette saison, donc plus personne n'a soucié de ça.
L'autre actu du moment, je le disais, c'est Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est déjà dans 3 jours. On a appris une bonne nouvelle ce matin, puisque Wout van Aert sera bien au départ de l'Enfer du Nord. Il était incertain parce qu'il a été covidé, ce qui l'avait obligé à déclarer forfait pour l'Amstel Gold Race. Il y avait une petite incertitude au niveau médical qui tournait autour de lui parce qu'il a eu quand même des symptômes. Donc on ne veut pas prendre de risque chez Jumbo-Visma, hein. Depuis 2020 et l'apparition de la pandémie, c'est un peu le leitmotiv, si vous me passez l'anglicisme, et on veille vraiment à la santé du coureur, et c'est plutôt une bonne chose. Donc on voulait vraiment faire très très attention et être vigilant. Mais Wout van Aert sera bien là. Il sera entouré notamment par Christophe Laporte, mais aussi Mike Tennyson ou Eduardo Affini. Donc il y a une grosse équipe Jumbo-Visma qui fera figure, je pense, d'épouvantail au départ de Paris-Roubaix dimanche. Alors, autre nouvelle concernant ce Paris-Roubaix, on n'a pas encore mis l'info sur Vélo Club, c'est que Tom Pidcock ne sera pas au départ. Donc ça fait un outsider de moins. Et pour Ineos, c'est dommage, que vous l'avez vu mercredi comme moi, hein, la force de frappe collective de la formation britannique était assez impressionnante lors de la Flèche Brabançonne, avec Sheffield, Turner qui n'en finit pas de bluffer depuis le début de la saison, mais aussi Pidcock. Donc Pidcock pas là, ça va laisser le champ libre à Van Barle et aussi à Filippo Ganna, parce que Filippo Ganna a fait de Paris-Roubaix un objectif majeur de sa saison 2022. Donc à voir comment il va se comporter sur les pavés. On sait qu'il y a brillé dans les catégories de jeunes, donc ça sera vraiment à suivre avec intérêt. Autre nouvelle de la journée pour continuer ce petit tour d'actu, et j'en profite pour saluer Ben, Cofidis et G8 qui nous rejoignent aussi sur le chat. Ben d'ailleurs me pose la question pour Wout van Aert. C'est vrai que tu as raison Ben, est-ce qu'il sera leader ou simple plan B? Ça va dépendre de sa condition. Sa coupure n'a pas été trop longue, donc je pense qu'il sera quand même le leader. Enfin, j'imagine mal Wout van Aert s'aligner au départ de Paris-Roubaix s'il n'a pas la forme. Mais après, pour Christophe Laporte, ça peut être aussi une belle opportunité, parce qu'on le sait qu'il peut performer dans l'ombre de Van Aert, et peut-être que si Van Aert est marqué, un Christophe Laporte peut tirer son épingle du jeu, et pourquoi pas succéder à Frédéric Guédon, parce qu'on le rappelle, ça fait quand même 25 ans qu'un Français n'a pas remporté Paris-Roubaix, c'est-à-dire une éternité. Cofidis nous dit plan B, ouais, c'est possible aussi, hein, vraiment, tout est un peu ouvert concernant Paris-Roubaix. Je voulais passer à la suite, et notamment les start lists des jours et de la semaine à venir. La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Vélo Club, on a mis toutes les start lists. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur qui sera au départ de Liège, qui sera au départ de la Flèche Wallonne, il y aura notamment Pogacar et vraiment beaucoup de monde, Valverde pour sa dernière séquence sur les classiques ardennaises. Donc n'hésitez pas, comme je le disais, à aller jeter un coup d'œil aux 2 start lists des 2 grosses courses ardennaises de la saison. Elles sont toutes les 2 sur Vélo Club, donc allez y jeter un coup d'œil. Et pour finir un petit peu sur ce petit tour d'horizon de l'actu de la journée, je voulais faire un petit point mercato rapide. Il est encore tôt, hein, parce qu'on est qu'en mi-avril, on est le 14 avril, et UnoX a enregistré le premier renfort de la saison. Après, il y en a peut-être eu d'autres, hein, dans des transferts mineurs pour des petites contis. Mais en tout cas, du côté d'UnoX, on a déjà signé une pépite norvégienne. Alors, ils n'en finissent pas, UnoX, hein, de vraiment spotter et de repérer les bons coureurs scandinaves, notamment danois et norvégiens. Et cette première signature, elle vient de Stian Fradheim. Stian Fradheim, il a été très bon chez les juniors, il a gagné pas mal de courses. Et pour sa première saison chez les U23, et donc dans l'équipe de développement de la UnoX, il a signé un top 5 sur le triptyque des Monts et des Châteaux. Il a été aussi performant lors de l'Olympias Tour. Et après seulement 3 mois chez les pros, Fradheim, il signe en World Tour. Je vais dire en World Tour parce que je l'ai dit ce matin et j'ai fait une erreur, et UnoX est en Pro Team et pas en World Tour. Donc il va faire le jump au bout d'à peine un an en fait, et se retrouver en Pro Team l'an prochain. Là encore une belle pépite, hein, dans la lignée des Johansen, des Werenskjold et autres, Anton Charming ou même Insgol, hein, qui avait aussi performé en Turquie en début de saison, et aussi Thorsten Tran. Il y a, comment est-ce qu'il s'appelle, j'ai perdu son nom, Rasmus Stiller aussi, qui a été bon depuis le début de l'année. Il a vraiment une très belle génération de coureurs norvégiens qui arrivent sur le
le devant de la scène. Ça va être assez passionnant à suivre et je pense qu'il y a de nombreux fans qui attendent de voir un peu qui va éclore au sein de l'équipe. On rappelle qu'il y a Anders Johansson aussi, le jumeau de Tobias, qui est bon en Turquie en ce moment, je crois qu'il est dans le top 10 du classement général, toujours il était 5e hier, à ma connaissance, et là aussi c'est un bon petit coureur à suivre, un bon grimpeur. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je regarde s'il n'y a pas d'autres commentaires et je vais en lire justement. J'ai 8 vélos qui nous dit qu'il fait quand même la porte 6e l'an dernier avec Cofidis comme équipe. Donc ouais, normalement et logiquement, il devrait mieux performer au sein de la Jumbo, d'autant plus qu'on l'a vu depuis le début de l'année. Lors de Paris-Nice, la porte, il est très bon avec Van Aert et je pense que ça pourrait se renouveler. Je pense qu'il est meilleur avec Van Aert que sans Van Aert. Donc vraiment... à suivre. G8 nous dit aussi qu'il y a du beau monde sur ces start-lists. Ouais, effectivement, il y a vraiment du beau monde sur ces start-lists des Ardennaises. Et comme je l'ai évoqué, notamment la tournée d'adieu de Valverde. Cofidis nous dit pour la Flèche Wallonne, normalement chez Cofidis, il devrait y avoir Axel Zinglet. Ouais, Axel Zinglet, c'est un bon coureur qui a un très bon potentiel et qu'on peut suivre lors de cette campagne d'Ardennaises, pas pour une victoire ou un top 10, mais je pense que pour les accessibles, pour sa première saison chez les pros, ça peut être très intéressant à suivre. Ben nous dit aussi que Philippe Gilbert sera sur Paris-Roubaix. Pareil, dernier Paris-Roubaix pour Philippe Gilbert qui a abandonné, il me semble, lors de la Flèche Brabançonne assez tôt dans la course. Et j'ai vu ça un moment sur l'écran. J'espère que ça se passera bien pour Philippe pour cette dernière saison. Je bafouille, il mériterait de partir sur une belle victoire. Donc voilà, je pense qu'on a été à peu près complet. J'ai fait une quinzaine de minutes. Je me suis presque tenu au quart d'heure. J'essaie de faire court pour essayer de rester dans un truc rythmé. Dernière question donc pour la route. Est-ce que vous pensez que Sepúlveda va revenir dans une équipe top team l'an prochain à plus de 30 ans? Il n'a que 30 ans, pardon. Sepúlveda, c'est assez une énigme, je trouve, parce que c'est un coureur qui est souvent sur courant alternatif, qui peut être bon par à coup, comme tu l'as vu, G8 hier lors de l'ascension du Tour du Turquie, lors de l'étape Rennes, il a paru en difficulté, moi j'ai trouvé à un moment, puis il s'est bien rattrapé, il est sorti en opportuniste et il a bien résisté. Et ouais, c'est un coureur qui est capable de coup, Eduardo Sepúlveda, qui va certainement remporter le Tour de Turquie, à moins que Patrick Bevin arrive à le renverser grâce aux bonifications, mais c'est pas sûr. Mais ouais, Sepúlveda, pour moi, c'est vraiment, j'ai vite un coureur de coup, que tu vas retrouver une fois ou deux, 3 fois max dans la saison, et qui va disparaître un peu le reste du temps. C'est dommage, c'est un coureur qui manque de constance, mais après tout, il remporte des victoires, comme il l'a prouvé hier. Et s'il claque le Tour de Turquie, ça fera une belle ligne à ajouter à son palmarès. Donc voilà, je pense que j'ai été à peu près complet. Fabio nous dit que la Turquie, c'est sa course. Ouais, effectivement, c'est le cas. Nous, on va se donner rendez-vous dimanche. Moi, je ne serai pas là dimanche soir parce que c'est le week-end de Pâques. C'est un gros week-end en famille, donc je vais devoir zapper la sortie du dimanche. On sera là pour Paris-Roubaix. Je pense que c'est Greg qui animera les choses dimanche soir. Donc rendez-vous dimanche. On fera un gros preview aussi de Paris-Roubaix, soit demain soir, soit samedi sur le temps du midi. Ça paraît quand même assez intéressant de le faire quand on aura les start lists, parce qu'encore une fois, c'est toujours assez approximatif les start lists, surtout avec le Covid. Donc on va attendre vraiment le dernier moment pour avoir toutes les compos nécessaires pour avoir une vraie analyse de la course. Et puis vivement dimanche, comme le dit Fabio, parce que Paris-Roubaix, on a beau dire, c'est quand même une des plus belles courses de la saison, et en tant que fan de vélo, on l'attend avec impatience. Donc qu'à vendredi soir ou samedi, les gars, pour moi, pour la presse de Paris-Roubaix. Puis je vous donne rendez-vous dimanche soir avec Greg pour le débrief de la course. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao!